Je suis officiellement anthropologue, mais en fait, je dirais scientiste en sciences sociales. Je suis aussi un peu sociologue et politiste. Je suis rattaché à un laboratoire nigérien qui s'appelle le LASDEL, et je suis aussi directeur de recherche émérite au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Disons que ce sont des échanges assez consensuels, parce qu'il y a un accord assez général des chercheurs qui participent à ce colloque sur les points fondamentaux. En ce qui concerne notre panel, plusieurs points sont sortis. D'abord, bien sûr, l'échec de Barkhane. Ça avait déjà été dit dans un autre panel, mais ça en est revenu là-dessus, et peut-être aussi particulièrement du point de vue des populations locales, qui espéraient que Barkhane serait un facteur de sécurisation pour elles, alors que ce n'est pas du tout la stratégie de Barkhane, qui était de pourchasser des chefs djihadistes. Et donc, ça a fait une grande déception au sein des populations, plus effectivement toujours le soupçon du fait d'une alliance entre Barkhane et les milices Touareg, que la France soutiendrait encore les indépendantistes Touareg, et toute une série de choses de ce genre. Un deuxième point peut-être, ça a porté sur les stratégies dites de combinaison d'une approche militaire et d'une approche non militaire, qui étaient proclamées par tout le monde, mais dont la mise en œuvre sur le terrain a été pas du tout satisfaisante, au sens où associer la gouvernance d'un côté, le développement de l'autre, les actions militaires sur le papier, c'est très bien, mais le faire concrètement dans la pratique était presque mission impossible, du fait, par exemple, de la multiplicité des intervenants. On se retrouvait avec des dizaines de Monsieur Sahel par-ci par-là, on se retrouvait avec des multiples ONG, de multiples agences de développement, de multiples organisations internationales, tout ça intervenant dans un joyeux désordre, c'est pas tellement joyeux, mais enfin, dans un désordre et une absence de coordination assez frappante. Et tout ça qui aurait dû en fait être piloté par le gouvernement malien, il était d'une certaine façon aux abonnés absents par rapport à ce problème de coordination. Et donc on se retrouvait avec un peu dans tous les sens, et on pourrait dire d'une sorte au fond, ceux qui décidaient tout seuls, c'était un peu les militaires quand même. Alors c'est d'ailleurs un des débats qui s'est posé, parce que du côté des populations, il y a une demande de sécurisation très forte. Mais cette demande de sécurisation, elle s'exerce surtout au niveau local, c'est les comités locaux qui vont être... Et donc, effectivement, on peut penser que la sécurisation militaire peut être au niveau local un premier pas et un préalable à retour de l'État et une bonne gouvernance, mais on peut aussi dire que cette sécurisation militaire devrait être aussi pilotée par la gouvernance, par les autorités locales, ou des choses comme ça. Donc, on a eu un débat autour de cette question de l'articulation, disons, entre le militaire et non militaire, qui n'est pas un problème facile, mais qui est manifestement un problème central dans l'échec de ce qui s'est passé au Mali. Un autre point, je pense, à porter sur, disons, la question de l'insurrection djihadiste. Alors, de débat, bien sûr, est-ce que insurrection est le bon mot, est-ce qu'il faut en trouver d'autres? Mais grosso modo, on peut quand même se satisfaire de l'insurrection djihadiste. Sur quelles en étaient les caractéristiques. Alors, parmi ces caractéristiques, il y a bien sûr les capacités de recrutement, ce qu'on appelait l'endogénéisation en quelque sorte de l'endogénéisation de l'insurrection djihadiste, mais dont le pendant inverse, c'est la djihadisation des contestations sociales ou des contestations locales, puisqu'il y a eu un gros recrutement dans les différents pays où l'insurrection djihadiste intervient, recrutement de jeunes, de cadets sociaux, de bergers, de chômeurs des villes, de chômeurs des champs, mais parfois aussi de notables locaux. Enfin, donc il y a tout ce problème de recrutement des locaux. Il y a aussi le problème des ressources, que ce soit par les tribus et les impôts perçus par les djihadistes, par leur perception qu'ils font de taxes sur l'or, ou les razzias de bétail et la vente de bétail, enfin, etc. Il y a toute une série de questions autour, et aussi de la gouvernance locale des djihadistes, puisque une gouvernance indirecte, puisqu'ils ne mettent pas leur drapeau n'essayent pas de prendre les villes et de mettre leur drapeau dessus du tout, mais ils contrôlent de fait une partie des campagnes, et avec tout le problème qui se pose d'articulation entre violence et contrôle. Est-ce que les djihadistes, dans certaines régions, essayent de gagner plutôt la population à eux, et dans d'autres, ils sont extrêmement violents?
Mais ça fait un parallèle avec l'armée aussi, parce que d'une certaine façon, les armées nationales font de même. Elles sont parfois violentes et répressives et parfois plus sécurisantes. Donc il y a tout un débat à avoir, à mener sur cette articulation entre protection et pas, en se disant que ça veut dire aussi probablement une importante réforme des armées nationales, qu'on ne voit pas trop poindre l'horizon, pour qu'elles soient plus bienveillantes envers les populations, qu'elles jouent effectivement un rôle de sécurisation plutôt que de leur faire peur ou de faire des vendettas ou des massacres, comme ils en font parfois dans les 3 pays. Voilà, bon, c'est une série de ces thèmes. Il y a aussi la question des négociations qui s'est posée, que les négociations d'en haut entre les gouvernements et les grands chefs des deux franchises djihadistes, en quelque sorte, donc qui n'ont jamais pu déboucher. Les négociations d'en bas qui se font entre les communautés locales avec les djihadistes, mais dont on constate que le plus souvent elles se font en faveur des djihadistes, puisque ça consacre en quelque sorte leur suprématie sur une zone, moyennant quoi, ayant cette suprématie, ils n'attaquent plus les marchés ou les villages. Et puis on peut se poser le problème aussi de négociations d'en haut vers le bas. C'est ce qu'avait tenté Bazoum quand il était président, en essayant de discuter, lui président, avec des chefs djihadistes locaux, mais dans le cadre d'une stratégie de sécurisation qui était aussi menée par les forces de l'ordre, les forces de police, etc. Voilà, vous voyez, on peut encore en rajouter. Bon, j'ai un petit peu déjà commencé à évoquer ça en disant qu'eux, ils pensaient que l'arrivée des Français serait une sécurisation. Alors, on peut le prendre par pays. Le problème au Mali, ça a été aussi l'articulation avec la question Touareg. C'est-à-dire qu'au début, l'opération Serval, qui visait à bloquer une descente de djihadistes vers le sud et qui avait été demandée par les autorités maliennes, a été très bien perçue. Donc, Serval a été perçu plutôt en tant que libérateur et ovationné. Le problème a commencé avec Kidal. Kidal, dont les mouvements indépendantistes avaient été chassés par les islamistes, mais qui sont revenus 2 ou 3 jours avant l'armée française. Kidal, l'armée française a empêché les forces armées maliennes d'y entrer, ce qui était invraisemblable, et ce qui a renforcé les soupçons que beaucoup de Maliens avaient sur la complicité entre les Français et les indépendantistes touaregs. Surtout qu'il y a en plus une porosité entre indépendantistes touaregs parfois et aussi djihadistes, comme la personne de Iyad Ali le montre, qui est bien connu. Donc voilà, donc ça a été un retournement complet, et Barkhane après a fonctionné de façon complètement autonome, en silo, avec ses alliances avec certaines milices touaregs, qui fait que ça a été finalement de plus en plus mal perçu. Mais il y a aussi le fait que derrière, on pourrait dire l'armée française n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour intervenir. Dans la mesure où son rôle autoproclamé depuis les indépendances de gendarme de l'Afrique a été partout très très mal perçu, de quoi il se mêle. D'ailleurs, c'est un des seuls anciens pouvoirs coloniaux qui a continué à se mêler après les indépendances des affaires des pays autrefois colonisés, ce qui est un peu étonnant. Les Anglais n'ont pas fait ça, les Portugais non plus, ils ont eu bien raison. Et donc, il y a donc un rejet de ça, accentué aussi par le fait que les comptes de la colonisation n'ont jamais été vraiment réglés. La France n'a jamais reconnu, d'une certaine façon, les crimes de la colonisation, a toujours continué à vanter parfois la mission civilisatrice de la colonisation. Donc c'est pas terrible. Enfin, autour de la colonisation, il n'y a pas eu apurement des comptes. Et donc, la colonisation qui n'a jamais été reconnue en tant que telle, prolongement par ce qu'on appelait le néocolonialisme ou France-Afrique. Alors, ce n'était pas la même chose que la colonisation, certes, mais c'était quand même pas non plus extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a été mal perçu, rôle de gendarme autoproclamé, etc. Plus, j'en passe toutes les maladresses incessantes de tous les gouvernements français successifs, quels qu'ils soient, avec leur attitude paternaliste, condescendante, hautaine vis-à-vis des dirigeants africains, et les problèmes de visa, les problèmes de l'accueil fait ou le non-accueil fait aux migrants. Ben, tout ça, ça fait un dossier assez important face à la France et qui explique aussi le soulagement quelque part du départ des forces françaises et la fierté aussi qu'elles ne soient pas parties d'elles-mêmes et qu'on les ait chassées. Quelque part une sorte de revanche que l'on a acquis sur cette puissance, parfois en exagérant d'ailleurs le rôle de la France, en pensant qu'elle est derrière tout, alors que ça fait un moment qu'au fond la France est devenu un acteur secondaire en Afrique de l'Ouest, mais la France continue à penser qu'elle est un acteur majeur, et l'opposition locale aussi pense qu'elle est un acteur majeur. On prête qu'aux riches, on va dire.
Moi, j'ai un point de vue, disons, particulier parce que j'appartiens à un laboratoire nigérien. Nous sommes donc une équipe de chercheurs nigériens. Et donc, pour moi, la priorité, c'est le développement d'une recherche en Afrique, même faite par des chercheurs africains. Et ça fait longtemps, je ne suis pas le seul à le faire, mais avec quelques collègues africains, on essaye de former des jeunes chercheurs africains de bon niveau, de très bon niveau, c'est-à-dire qu'ils puissent jouer en première division internationale et pas en quatrième division locale, quoi, grosso modo. Donc pour nous, c'est vital. Et il est vrai aussi qu'à partir du moment où il s'agit de chercheurs locaux, les recherches sont plus dirigées vers les peuples correspondants ou vers les élites correspondantes ou vers les responsables correspondants, responsables politiques, syndicaux, associatifs, ce que les chercheurs qui sont uniquement en mission n'ont pas vocation à faire. Pour eux, ils sont en mission, ils repartent après dans leur pays. Donc nous travaillons dans nos pays et ça, c'est un plus, quoi. C'est clairement un plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la recherche soit fermée aux autres. Au contraire, on veut une recherche africaine ouverte sur le monde, ouverte sur l'étranger, mais il y a vraiment une nécessité de développer, muscler, appuyer la recherche faite par les instituts de recherche en Afrique ou les équipes africaines qui commencent quand même à se développer maintenant beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est vraiment pour moi, de ce point de vue-là, je vois la question de la recherche, c'est plus de collaboration et de collaboration égalitaire, on va dire pour le moins, entre chercheurs africains et chercheurs non africains.